Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session questions-réponses concernant le programme Open 2. Et donc cette session est destinée à répondre à toutes les questions que vous pourriez encore vous poser sur les modalités d'atteinte des cibles, de rendu des documents, les documents preuves, etc. Sur tous les objectifs de ce programme, donc de P1O1 à P1O8. Nous serons, oui, avec l'outil de webinaire, excusez-moi, que nous utilisons, vous ne pouvez pas prendre la parole et ouvrir votre caméra. Par contre, nous disposons du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et éventuellement, pour précision, on pourra vous faire monter sur scène pour que vous puissiez parler. Pour animer cette session, cette dernière session questions-réponses, nous serons 3, en fait. Moi-même, qui suis le référent régional en identito-vigilance, Célia Lagarde, du grade PACA, qui est chef de projet messagerie sécurité de santé. Sébastien Grandperrin est excusé aujourd'hui parce qu'il est nouvellement papa. Et enfin, Dominique Ordelalé, la chef de projet numérique et sanitaire au niveau de l'ARS, qui pourra répondre à toutes vos questions si vous en avez encore. Ce qu'on a prévu, c'est de vous faire rapidement un rappel sur le programme Open 2 et le rendu des indicateurs, puisqu'il y a eu pas mal de questions, en particulier concernant les documents justificatifs des dépenses. Et ensuite, on vous soumettra un petit sondage pour savoir de quel sujet particulièrement vous voulez parler. Par contre, on terminera par les questions que vous avez posées par mail ou par téléphone, si besoin. Par contre, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, n'hésitez pas au cours de la présentation à les mettre dans la conversation et on y répondra en direct. Du coup, Dominique, à toi l'honneur. Je te laisse la parole pour la présentation du programme Open 2. Merci Manuela. Alors, un petit rappel du calendrier, même si qui touche bientôt à sa fin. Donc, les périodes de mesure des indicateurs sont du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2025. Donc ça, c'est la mesure des indicateurs, et sachant que le rendu des indicateurs, quant à lui, sera possible jusqu'au 31 août 2025. Voilà. Étant entendu qu'ensuite, nous, l'ARS a 15 jours, un mois, jusqu'à fin septembre pour vous répondre, pour finaliser. Donc, tous les objectifs sont repris ici en mettant effectivement, en spécifiant un peu et les libellés d'indicateurs et les cibles à atteindre. Donc, voilà, ça c'est assez connu. Voilà. Alors, convention financement. Financement de l'amorçage, ça a été ce qu'on a déjà dit, il a été réparti soit en AC, aide à la contractualisation, soit en FMIS. Normalement, donc pour le FMIS, il sera délégué en fonction de la signature des conventions. Pour ce qui est justement les conventions, elles ont toutes été réalisées à date. On est dans la phase de signature contradictoire pour voilà. Alors, le rendu des indicateurs. Voilà, donc tous les documents sont à renseigner. On a cette matrice où on spécifie qu'est-ce qui est attendu pour chaque indicateur. Et en fonction, effectivement, du sujet, vous aurez des documents différents. Une chose, par contre, qui est très importante, c'est que quels que soient les documents, tous les documents transmis doivent être anonymisés. On ne doit pas avoir de nom de patient, que ce soit les modèles de documents transmis ou même vos listes de patients de séjour, voilà. Et pour déposer plusieurs docs sur la démarche simplifiée, il faut zipper les documents.
De la même manière, si vous avez un zip qui concerne plusieurs objectifs, pas la peine de mettre plusieurs fois le même zip, parce qu'à force, ça finit par alourdir. Hein. Donc, soit vous mettez une feuille dans le deuxième en disant que c'est la même chose qu'au 1, mais ça fait moins lourd pour tout le monde. Voilà. Les modèles de documents de preuve. Donc, sur la page du ministère, vous avez les matrices de calcul. Ça, ce sont les documents absolument obligatoires et que vous retrouvez sur la panne Open du ministère. Vous avez des modèles de documents justificatifs pour faciliter les explications. Donc, il y a un de P1 ou 1 qui a été déjà bien travaillé en amont, qui est possible de vous envoyer. Et de la même manière, on a rajouté un deuxième en ARS, parce qu'au vu des premiers dépôts de candidature, de dossiers, c'est des fois difficile à lire, et donc on s'est dit qu'il était important qu'on puisse vous proposer aussi un modèle pour le rendu des autres objectifs. Donc à ce titre, vous devriez bientôt recevoir un mail dans lequel on vous transmettra un modèle, là c'est pour le P1 ou 2, mais que vous pourriez ensuite modifier à façon pour les autres objectifs. Parce qu'effectivement, des fois, c'est un petit peu compliqué à lire, parce qu'on a besoin vraiment de justifier les modalités de calcul. Voilà. Donc, le dépôt des éléments de preuve se fait sur la plateforme Démarche simplifiée. Le lien d'accès est donné ici. Il faut, contrairement aux candidatures, c'est un formulaire par établissement, c'est-à-dire que pour ce qui concerne les GHT, soit effectivement le référent GHT va créer un formulaire par établissement et donner la main à ceux de l'établissement pour le remplir, ou il le remplit lui-même, soit c'est chaque établissement partie qui crée son formulaire de réponse et qui met quand même qui invite une personne à modifier le dossier, donc par exemple le responsable du GHT, de manière à ce que quand même le GHT ait une idée de qui dans son GHT a déposé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? À ce stade, pas de questions, Dominique. D'accord, très bien. Le dépôt des éléments de preuve se fait, donc là, l'identification de l'établissement. En fait, quand vous mettez, il faut mettre votre numéro de finesse et vous allez retrouver le numéro de dossier de dépôt de la candidature, parce qu'on fait le lien avec le dépôt des objectifs se fait en lien avec le dépôt de candidature. Et je ne suis pas sûre, Dominique, excuse-moi, parce que moi, quand j'ai déposé pour les hôpitaux militaires, j'ai mis mon finesse, mais il ne m'a pas rapatrié le numéro de dossier. Et il a fallu que j'aille le chercher dans l'attestation de dépôt. D'accord, alors donc il faut effectivement le répondre sur l'attestation de dépôt. Voilà. Alors, bon. Suivant. Bon, là, il faut les sélectionner à chaque fois les objectifs pour lesquels vous déposez. Là, il me semble que dans la dernière version du formulaire, il n'y a pas à spécifier ou non la complétion du rendu. Donc, c'est nous qui vérifions effectivement si c'est complet ou pas. Voilà. Vous ne cochez que ce que vous rendez. Voilà. Allons-y. Et donc, pour chaque élément de preuve, il va vous falloir mettre dans le formulaire, effectivement, le mois calendaire, votre numérateur, votre dénominateur, et joindre toutes les pièces justificatives. Donc, à chaque fois, vous avez en dessous un petit rappel des documents attendus. Donc, que ce soit la matrice ou les autres éléments attendus. Voilà. Et vous appuyez sur « Ajouter un fichier ». Donc, zipper de fait si vous en avez plusieurs à mettre. Et il y a un truc qui est assez pratique si je peux intervenir, Dominique. Vas-y. Pour cette plateforme, c'est si on ne dépose pas tous les indicateurs d'un coup, à chaque fois à côté, on le voit bien là sur la copie d'écran,
quand on a un nouvel indicateur à déposer, parce qu'on l'a renseigné mais il n'a pas encore été déposé, il met modification à déposer, ce qui fait qu'on sait où on en est en fait. Alors, montant attribué. Je sais que là, on a beaucoup d'établissements qui s'inquiètent de cette question numéro 4, sur laquelle il est demandé de justifier effectivement des dépenses. Alors, c'est quelque chose qui est très important, c'est que dans la convention, enfin dans la convention, mais même dans le principe, on ne doit pas avoir de surcompensation. C'est-à-dire que c'est pour ça que les dépenses que vous engagez doivent être supérieures aux sommes perçues. Mais ça concerne effectivement le programme en cours, c'est-à-dire que les sommes dépensées ne doivent pas être les sommes dépensées ni pour Son, ni pour Sons, ni pour CARE. Vous ne pouvez pas, dans la liste des éléments, dans les principes de base, effectivement, les sommes que vous allez allouer au programme Open 2 doivent l'être pour Open 2. Vous ne pouvez pas, parce que sinon on a surcompensation. Dès lors que vous me montrez 2 fois la même facture, ça veut dire qu'elle est payée 2 fois, et ça, ce n'est pas possible. À ce titre, d'ailleurs, les dépenses, la date de début de la dépense doit être 25 juillet 2024, c'est la date de publication de la première instruction du programme Open 2. C'est-à-dire que les dépenses qui sont antérieures au 25 juillet 2024 ne sont pas à prendre en compte. Alors, on a les dépenses non éligibles. C'est tout ce qui est bâtimentaire, maintenant général, parce que par défaut, ça c'est pas lié au projet. Et les dépenses de personnel sauf celles qui sont directement liées au projet. Donc, par exemple, dans les dépenses de personnel, on va pouvoir spécifier tous les, comment dire, excusez-moi. On va pouvoir spécifier toutes les formations. C'est-à-dire que si vous avez l'équipe projet INS qui va pour, par exemple, le P1O1 va se refaire plein de formations sur la qualification de l'INS, etc. Ces lignes sont à compter au profit du projet. Donc, dans la démarche, dans les éléments pratiques, ce qui paraît important, c'est de vous faire un fichier Excel et à chaque fois, vous mettez une ligne. Formation INS, donc X ETP, tant d'heures, voilà, etc., etc. Et à fur et à mesure, en face, ça peut être valorisé et ensuite permettre d'être une valorisation des dépenses, oui, RH. Donc, il faut prendre, que ce soit l'INS, le DMP, que ce soit pour le DPI, pour pouvoir se servir en fonction du projet, les nouvelles formations avec les nouveautés en lien avec INS, DMP, eh bien, toutes ces formations peuvent être prises en compte. Voilà, donc c'est très, très important. La chefferie de projet, combien de temps? Par contre, bien penser à dire combien de temps. C'est-à-dire pas me dire, oui, j'ai pris un chef de projet, mais globalement, voilà. Donc dire, voilà. Ou alors vous dites qu'il a passé 10% de son temps, vous avez pris un chef de projet qui était à 10% sur… tout ça peut être pertinent, mais effectivement, il faut que toutes les dépenses soient valorisées sur la durée du programme. Donc, après le 25 juillet 2024 et globalement sur la durée du programme. Voilà, on va. Mais à vérifier sur la fin de programme, sur l'intervalle complet. La deuxième exigence, donc dans les grands pareils, les dépenses de fonctionnement, marketing, etc., ne sont pas pris en compte. Par contre, les audits et autres conseils peuvent être pris en compte. C'est-à-dire que, par exemple, le programme, quand vous vous êtes inscrit et que vous avez demandé une prestation, par exemple, pour votre SDSI ou pour d'autres sujets, toutes ces dépenses de conseil sont bien sûr pris en compte parce qu'ils ont été faits pendant la durée du projet.
vous avez utilisé ce conseil pendant la durée, les prérequis font partie du programme, hein. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser aussi ces prestations de conseil. Voilà. Mais les dépenses d'équipement non informatique, etc., le recherche et développement, on est bien d'accord que ça ne fait pas partie du projet Open 2. Ensuite, la dernière, voilà. Donc, est-ce que à ce sujet, dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour l'instant, toujours pas, mais si vous en avez qui D'accord. vous viennent, on peut peut-être, parce que c'est important ce sujet-là, on peut peut-être s'arrêter 1 minute, voir si les gens ont des questions là-dessus. Ou est-ce que c'est clair? Si c'est suffisamment clair, ma foi, tout va bien. Et pour le remplissage, j'ai envie de dire, ce qui va se passer, c'est qu'il est bien prévu qu'il y ait a priori un contrôle de ces éléments, de ces éléments comptables. À date, je ne peux pas vous dire quel sera le pourcentage, ça sera certainement un contrôle aléatoire sur la région. Je ne peux pas vous dire quel sera le pourcentage d'établissements audités. Mais dès lors qu'il va y avoir un picking dans les dossiers de rendu, dès lors que vous dites que vous avez gagné, que vous avez dépensé plus ou égal à, on ira faire un picking et on ira vérifier ça. Donc, il faut bien sûr, au moment où vous allez rendre les cibles, vous pouvez dire à la fois oui ou non. Si vous êtes certain, vous pouvez mettre oui, parce que vous êtes certain que vous attendrez là. Soit vous mettez non et vous déposez. Et à fur et à mesure que vous remplissez votre document et que vous continuez à valider vos cibles et rendre, vous pouvez après passer à oui dans le formulaire et dire bah oui, c'est bon et vous avez bien renseigné, vous avez tout à disposition. Du coup, j'ai une question, Dominique. Par exemple, nous, au GRIV, on fait beaucoup de formations. On a formé beaucoup de professionnels de santé. Les formations du GRIV sont évidemment des formations gratuites, mais rien n'empêche les établissements de dire, moi, mon personnel, il a suivi le parcours de référent en identito, ça a fait 22 heures, donc je facture, entre guillemets, enfin, je justifie de 22 heures fois le coût de travail horaire du personnel. C'est ça, à partir du moment où c'est directement lié, c'est-à-dire que, par exemple, le back-office, on va peut-être pouvoir, dans un établissement, on va pouvoir peut-être facturer, on va pouvoir effectivement valoriser le back-office qui est foncièrement en lien avec l'INS, donc le P1 ou 1, et puis le fonctionnement. Par contre, le front office, on ne va pas pouvoir dire que ça représente 1/50 d'un accueil patient, etc. Comme ce n'est pas exclusivement, en front office, ça n'est pas exclusivement réservé au projet, on ne va pas pouvoir mettre le front office, mais le back office, lui, oui, confère vraiment comment dire, au projet directement. Alors que le front office, non. Lui, donc, on ne va pas pouvoir valoriser le front office parce que ce n'est pas spécifique. Mais on va pouvoir, oui, valoriser. Dès lors qu'il est parti en formation, chaque individu, eh ben, vous avez 10 personnes qui sont parties en formation pour se former justement sur l'INS parce qu'ils ne savaient rien ou parce que c'est de la mise à jour, parce que voilà. Là, le sujet est clairement ciblé INS et donc on part du principe que ça concourt effectivement au projet parce que c'est ciblé uniquement là-dessus. Si on leur apprend à perfuser pendant la formation, ça ne marche pas. Merci Dominique. Tu veux que je prenne la main sur cette slide? Oui, tout à fait. Je te laisse la main là sur ce… Donc, il y a eu des questions alors téléphoniques sur ce sujet du référencement des documents par l'identité. Donc, très clairement, il faut que vos documents, et donc les documents preuves anonymisés que vous allez transmettre avec chaque objectif, quand c'est nécessaire, comportent obligatoirement les traits de l'INS plus le nom et le prénom utilisé, si le patient en a des différents de son nom de naissance et de son premier prénom de naissance. Ça peut être, les traits, je ne les répète pas, vous les avez à l'écran, hein, et ça sera vérifié. Ça peut être mis dans un cartouche ou pas. Hein. Ce qui est important, c'est que la nature des traits soit bien spécifiée. Il faut également qu'il y ait le data matrix INS.
Cette identité, elle est complète, elle est attendue soit sur la première page du document, soit sur une page de garde ou sur une dernière page, pourquoi pas, à condition que s'il y a une page de garde ou si on utilise la dernière page, que sur la première page du document, on ait bien les traits minimum obligatoirement présents, c'est-à-dire ceux qui sont indiqués ici, nom de naissance, premier prénom, date de naissance, sexe, nom et prénom utilisés. On ne peut pas dire, moi j'ai mon identité sur la dernière page parce que c'est comme ça prend moins de place, etc. Et sur la première page, j'ai nulle part l'identité minimale du patient. Et on doit avoir aussi sur toutes les autres pages du document, si pas une lettre de liaison, ça peut faire 3 pages, par exemple, on doit avoir répété les traits minimum d'identité. Alors, en haut de page, en bas de page, où vous voulez, mais on doit retrouver ces traits minimum d'identité. Et ce qui est quand même important, alors c'est du détail, mais ça irrite, alors que le RNIV a maintenant 4 ans, quand on le voit, c'est de bien respecter la sémantique. Moi, j'ai vu plein de fois, alors pas dans le cadre d'Open2 spécifiquement, mais sur des documents, on n'a pas nom utilisé, prénom utilisé, on a nom d'usage. Non, en santé, ça s'appelle nom utilisé et pas nom d'usage. Donc, c'est du détail, mais il faut aussi respecter la sémantique. Voilà. Voilà pour cette diapo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la conversation. Tu voulais compléter, voilà. Oui, je vais juste compléter. Alors, même si effectivement dans le nouveau RNIV, c'est effectivement obligatoirement attendu, il se trouve que, enfin, au niveau des ARS, on sera, voilà, on en a discuté avec le national et disons que ça ne va pas être forcément éliminatoire si ce n'est pas le cas sur vos documents, dès lors qu'on a déjà quand même parce que le RNIV étant sorti peu de temps avant, voilà. On ne pouvait pas le rendre obligatoire et discriminant sur le rendu, voilà. Mais on est attentif et on vous demande de le faire parce que s'il est certain que sur un document numérique, il y a peu de chances effectivement que les pages s'en mêlent, mais un document ayant vocation à être imprimé, vous avez dans un établissement des documents imprimés, vous avez une pile de dossiers, on se prend les pieds dans le tapis et d'un seul coup, on ne sait plus à qui appartiennent les pages du compte-rendu. Et donc, d'où l'importance effectivement que chaque page contienne tous ces éléments. Donc, à ce titre, pour Open2, ça ne sera pas éliminatoire, mais on vous demande de vraiment respecter ça parce que ça a du sens dans le traitement des patients. Et pour compléter ce que tu dis, dans le nouveau manuel de certification, donc le manuel de la 6e itération de la certification, celui qui est paru en janvier, c'est bien indiqué dans un certain nombre de critères, pas dans un seul, mais dans plusieurs critères, le critère identito, mais pas que, le critère sur le patient à la sortie, etc., qu'on attend l'identité complète du patient sur le document. Et donc, il faut bien lire l'identité complète au sens de l'exigence du RNIV. Donc, ça sera… Ce travail, il n'est pas fait pour rien. Il va vous servir aussi pour la certification. Voilà. Il y a une question. Oui. Alors, la question, c'est: cela concerne aussi les ordonnances de sortie. Il faut donc écrire nom de naissance, point d'interrogation. Etc. Donc, oui, une ordonnance. La seule chose qui n'est pas obligatoire sur une ordonnance, c'est le data matrix. Par contre, les traits de l'identité sont obligatoires sur une ordonnance aussi. Elle est en train de répondre, Laure. Bon, sachant qu'il n'est pas attendu comme pour le libellé de nom de naissance, je veux dire. Voilà. Il faut que les traits soient clairement identifiés.
Donc, vous pouvez faire le choix de mettre nom de naissance, d'Arc, non utilisé, Louis, mais vous pouvez écrire aussi Madame Louis, entre parenthèses, née d'Arc. Et là, on comprend bien, si on met née d'Arc, que d'Arc est le nom de naissance. Il faut que la personne qui va lire l'identité sur le document que vous avez imprimé sache clairement quel est le nom de naissance et quel est le nom utilisé, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des exemples dans le RNIV et il faut les traits complets aussi. Enfin, les traits complets, oui. Sur une première page, il faut les traits complets, quoi. Voilà. Par contre, vous pouvez tout à fait, vous n'êtes pas obligé de mettre nom de naissance, non utilisé, etc. Vous pouvez mettre Madame Louis née d'Arc ou Madame d'Arc, épouse Louis ou veuve Louis, comme vous voulez. Il faut simplement qu'on sache clairement, quand on lit le document, quel est le nom de naissance et quel est le nom d'usage. Et pourquoi on demande ça? Pourquoi on a mis ça dans le RNIV? Tout simplement parce que selon les établissements, les pratiques sont différentes. Il y en a qui mettent en gras le nom de naissance, d'autres ils mettent en gras le nom utilisé. Et finalement, quelqu'un qui n'est pas accoutumé aux pratiques de l'établissement, il voit un truc en gras, peut-être que chez lui, il va l'interpréter complètement différemment. C'est pour ça qu'on avait insisté sur la nature du trait. Voilà, ça s'appelle la nature du trait, doit être clairement identifiable dans le RNIV. Voilà. Bon, a priori, ça répond à la question. Eh ben, je crois qu'on va pouvoir faire notre petit sondage, peut-être, Julie, du coup, pour savoir quels sont les sujets qui intéressent le plus les participants. Oui, allez, je publie. Vous me dites. Si. Il est publié là, c'est bon? Il est publié. Oui, c'est bon. C'est parfait. Et donc, vous n'avez qu'à cocher, le sujet qui vous intéresse particulièrement. Moi, j'en ai un pour apparaître le résultat. Le sujet ou les questions que vous pouvez avoir. Les questions, bien sûr. L'idée, c'est qu'on ne lise pas toute la présentation, mais qu'on aille directement aux points qui peuvent vous interroger. Alors, il n'y a pas beaucoup de votes, 4 votes. Sachant que moi, j'ai voté, donc ça fait 3 votes. Okay. Donc, peut-être que, en attendant que les gens se décident, est-ce que tu veux, Dominique, qu'on passe directement à la slide des questions, quitte à ce qu'on revienne Oui, très bien, ça, tout à fait. Très bien. Alors, je vais aller directement à la slide des questions, qui est la slide de fin, et on va déjà répondre à ces questions-là. Voilà, vos questions posées sont là. Hop là. Voilà. Donc, effectivement, OK, le P1 ou 2, on va mettre aussi. Comment dire? Bon, c'est sûr que pour ce qui est du rendu des objectifs, un objectif, vous pouvez avoir 8 objectifs, 8 mois. 8 mois différents, ce n'est pas un problème, y compris dans le P1 ou 2, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rendre vos ordonnances sur le mois de janvier et vos lettres de liaison sur le mois de février. C'est vrai, donc pour chaque objectif séparément, vous pouvez utiliser un mois calendaire différent. Voilà. Les patients décédés lors de le séjour sont-ils à exclure des résultats? Alors, effectivement, par défaut, oui. C'est-à-dire qu'un patient décédé, on n'a quand même pas vocation à inonder son DMP qui va être fermé d'une lettre spécifiant que le patient est décédé. La seule chose pour laquelle ça pourrait avoir un intérêt, c'est le P1 au 7, de ne pas les exclure, étant entendu que ça pourrait être très intéressant quand même de prévenir les soignants de cette personne que désormais, il ne fait plus partie que ce patient est décédé et que donc il n'est plus dans sa patientèle. Donc, pour ce P1 au 7, il pourrait être intéressant de ne pas l'enlever. Mais bon.
Par défaut, normalement, on considère qu'on enlève les décès des dénominateurs. Tout à fait, des personnes décédées. Est-ce que l'envoi du livret d'accueil sur un parcours donné peut être pris en compte? On a dit oui. Je ne trouve pas que ça soit un intérêt majeur sur une messagerie sécurisée. Mais ma foi, dans la mesure où il a été validé, on laisse ce parcours. Voilà. Alors après, la question suivante, c'est une question qu'on m'a posée à la journée du GRIF. J'avais demandé qu'on la repose dans le cadre du webinaire. Bien parce sûr. que moi, honnêtement, tout à fait. Quoi, Alors, pour ce qui est de la dialyse, effectivement, le principe de la lettre de liaison, c'est d'être envoyé à la clôture d'un séjour. Dans le cas des dialyses, on ne fait pas de lettre de liaison, comme vous dites, soit il va partir, soit parce qu'il est transféré ou greffé, ou parce qu'il est décédé, et donc à ce titre, on ne va pas en envoyer. Il avait été choisi dès lors que les dialyses pouvaient candidater. Ça, c'était déjà dans Sun. C'était que vous aviez, ce sont des séjours on va dire, de 4 mois, et que vous deviez envoyer un document s'apparentant à une lettre de liaison, donc qui comporte tous les éléments attendus d'une lettre de liaison. Et vous choisissez donc la file active, donc vous avez vos patients sur 4 mois et vous envoyez cette lettre de liaison. Donc soit effectivement, peu importe comment vous décidez opérationnellement de faire, hein, mais vous choisissez effectivement un moment où vous allez envoyer des lettres de liaison pour ces patients-là. Sur les séjours clôturés, donc voilà. Alors, on va répondre pour le P1 ou 2. Alors, pour donc l'aide de liaison, le calcul doit se faire sur les séjours clôturés. Donc ça, comme je disais, ce n'est pas pour les séjours de dialyse. Hein. Pour les séjours de dialyse, vous devez produire une espèce de synthèse médicale ayant les caractéristiques d'une lettre de liaison et qui permet voilà, la prise en charge du patient. Pour l'Indior, ordonnance de sortie est décédée. Nous ne faisons pas. Oui, mais là, par contre, pour les ordonnances de sortie, eh ben, de la même manière que vous faites une aide de liaison tous les 4 mois, les ordonnances, pareil. Donc, pour la dialyse, je sais qu'il y a 2 modes de prise en charge. Vous avez les établissements de dialyse qui considèrent que c'est eux qui font la prise en charge majeure du patient par rapport à leur pathologie principale et que c'est eux qui, donc en tant que spécialistes, dictent les ordonnances du patient. Et donc, vous allez modifier ces ordonnances tous les X temps. Et donc là, vous enverrez ces ordonnances une fois tous les 4 mois. Pour ce qui concerne les établissements de dialyse qui considèrent qu'ils ne font jamais d'ordonnance de sortie parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à se substituer aux médecins traitants, qu'ils ne font qu'une partie des pathologies du patient et à ce titre, eux, leurs prescriptions, ils les font pendant la dialyse, mais en dehors du temps de dialyse, ils n'ont pas vocation à se substituer aux médecins traitants. Pour cela, il va falloir faire une attestation sur l'honneur, comme quoi on ne fait pas d'ordonnance. Voilà, ça c'est pour Open 2. Donc j'espère avoir répondu à la question. Et du coup, tu en as une autre dans le chat sur P1O2 qui vient d'arriver par Isabelle Lahotte. Oui. C'est quid du dénominateur pour les ordonnances de sortie, puisque chaque séjour ne génère pas une ordonnance de sortie. Tout à fait. C'est pour ça que le P1O2, on ne compte pas le nombre de séjours, mais le dénominateur, c'est le nombre de séjours pour lequel on a produit une ordonnance. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, 70% de nos séjours ont généré la production d'une ordonnance de sortie.
Et le numérateur, ça va être quel est le nombre de séjours pour lequel on a envoyé au DMP les ordonnances de sortie, avec une INS qualifiée, bien sûr. Voilà. Et donc en dénominateur, vous n'aurez que 70% des séjours, parce que, comme vous dites, tout séjour ne génère pas une production d'ordonnance. Alors, je pense que Mme Lao a une question, a une réponse au moins. Je ne sais pas si ça a totalement… Alors, ce n'est pas ce taux de séjour, c'est qu'en fait, vous allez calculer… Ce n'est pas un taux de séjour, en fait, je caricature un petit peu, mais en fait, vous allez sur sur le mois d'observance, vous allez voir le nombre de séjours pour lequel une ordonnance a été produite. Donc, soit vous avez un infocentre, en fait, qui vous permet, type Business Object ou autre, qui vous permet de requêter et vous dites je veux que tu m'affiches les séjours pour lesquels il y a une ordonnance, quel que soit le type, parce que ça peut être une ordonnance de biologie médicale, d'imagerie, de soins, de médicaments, etc. etc. Et soit vous n'avez pas d'infocentre et vous dépendez complètement de l'éditeur et il faut qu'il vous sorte ces séjours-là. C'est ça. En fait, ça ne va pas être un taux de séjour. On va vous dire quel est le nombre de séjours pour lequel on a produit une ordonnance. Alors, toujours la même chose pour un patient ayant un DMP. Voilà. Et voilà. Et ensuite, dans ces séjours-là, eh bien, pour combien de séjours dans ces séjours-là ont été envoyés au DMP. Voilà. Alors, bon, je te propose, Dominique, qu'on ne revienne pas sur la dernière question. Puisque tu as répondu en avance. Voilà. Et par contre, on peut peut-être, avant de passer, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur la MSS, à la fois pro et citoyenne, et notamment les fameux parcours éligibles. Mais peut-être qu'on peut faire 2 rappels sur, si tu es d'accord, sur les dénominateurs. On avait vraiment une… Oui. Attendez, hop, je reviens. C'est là. Celle-là, elle est importante. Tu veux que je présente, Dominique, ça te va? Oui, vas-y. Donc, en fait, dans votre fichier de matrice de rendu des résultats, dans les fichiers Excel là qu'il faut renseigner et qui sont téléchargeables sur la page Open2 du ministère, vous allez voir, il y a un taux de pondération de 93%, qui est un taux national et qui est appliqué par défaut, finalement, à votre dénominateur. Donc, si vous avez 1000 séjours, une fois que vous renseignez 1000 alors c'est la cellule D16 du formulaire, vous renseignez 1000 et vous verrez que sur 2 ou 3 cellules après, on vous dit finalement votre nombre de séjours c'est 930. Pourquoi ? Parce qu'on a appliqué ce taux de pondération. Juste vite fait, ce n'est pas à vous d'appliquer le taux de 93%. Vous nous mettez les chiffres bruts dans la matrice. Oui, puisqu'il est appliqué effectivement par une formule de calcul de la matrice. C'est ça. Et ce taux de 93%, il correspond à quoi ? Aux assurés qui se sont opposés à la création automatique de leur DMP. Donc, au moment de l'alimentation, on a une erreur, le DMP n'existe pas. Ceux qui ont choisi de le fermer, et là, on a DMP du patient fermé, abonnement SNGI et la date de fermeture en message de retour du DMP quand on essaie d'alimenter. Les usagers qui disent ils ont un DMP et un espace santé, mais ils disent pour ce séjour-là, par exemple, je ne veux pas que vous envoyiez des éléments dans mon espace santé. Et les espaces santé qui n'ont pas pu être ouverts. Et là, c'est pareil, on a un message d'erreur, le DMP n'existe pas. Mais dans ce taux de 93%, il n'y a pas, ça ne comprend pas les non-assurés sociaux français, les personnes qui ont un matricule de type NIA et qui n'ont pas de DMP, les gens, le DMP n'est ouvert qu'à partir du moment où le matricule devient de type NIR, les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, les nouveau-nés évidemment et les patients décédés. Donc, les patients décédés, on en a déjà parlé, vous excluez d'emblée les séjours du dénominateur, mais il faut aussi exclure les autres, sachant qu'à chaque fois, le message retour du DMP
pour les 4 premiers points, là, ça va être le DMP du patient n'existe pas. Ce qui veut dire que vous, il faut que vous alliez voir de façon un peu plus fine pourquoi vous avez cette réponse. Parce que tous les cas de DMP n'existent pas ne sont pas obligatoirement compris dans ces 93%. Et là, ces cas particuliers à exclure du dénominateur, donc ces 5 points, vous les excluez du chiffre brut. On est bien d'accord. Par contre, les autres cas qui sont en dessous sont pris en compte dans le taux de pondération. C'est important parce que de préciser ça, parce qu'on est une région touristique en PACA. Vous pouvez très bien, au mois de juillet, avoir des séjours pour des patients étrangers. Ils sont venus en vacances, ils se sont fait piquer par une méduse ou ils ont eu un accident de plongeon, j'en sais rien. Et cela, forcément, ça sera des séjours, mais vous ne risquez pas d'alimenter un DMP puisque ces gens-là, ils n'ont pas d'INS, le touriste étranger n'a pas d'INS et pas de DMP. Donc là, il faut bien les exclure du chiffre brut. Ça dépend de la patientèle des établissements, ça peut beaucoup jouer, ça peut ne pas trop jouer non plus. Voilà. Donc, oui, c'est sûr que si c'est des Français en goguette, potentiellement, eux, ils seront assurés sociaux. Oui. Mais c'est sûr que si c'est des étrangers, il faut les exclure parce qu'ils ne feront pas partie des 93%, parce que 93%, on est bien d'accord, c'est obligatoirement des gens qui potentiellement auraient un DMP. Tous ceux qui n'auront jamais de DMP, on ne pourra pas affecter un coefficient minorant sur… comment dire ? On ne peut pas affecter un coefficient minorant sur quelqu'un qui ne fait pas partie déjà de la base. Voilà. Les cas partis. Et moi, mon conseil, c'est si vous êtes… Parce que ce n'est pas si facile que ça à exclure. Soit on a un infocentre vraiment un peu puissant et c'est facile parce qu'on va requêter, éliminer les décédés en fonction du mode de sortie, éliminer les non-assurés étrangers en fonction du lieu de naissance et du mode de couverture sociale, etc. Avec un infocentre, c'est facile. Mais tout le monde n'a pas d'infocentre. Ce qui veut dire qu'après, il faut tout reprendre à la main. Donc, moi, je vous donne un conseil un peu pratico-pratique. Si vous êtes large en mettant votre dénominateur brut directement dans la matrice et en appliquant juste le taux de pondération de 93, si vous atteignez plus que la cible, ce n'est pas la peine de dépenser du temps et de l'énergie à aller exclure des chiffres-là. Vous aurez 73% peut-être au lieu de 71 ou 70, mais l'objectif, vous l'atteignez. Par contre, si vous êtes limite, c'est là où ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique ? Oui, après, c'est intéressant dans le principe, savoir si vous avez énormément, ça vous permet d'avoir une idée de votre bassin de population. Est-ce que vous avez globalement beaucoup d'étrangers ou pas ? Mais voilà, ça vous permet de connaître votre bassin de population. Mais si effectivement, pour Open 2, je pense que vous avez déjà beaucoup de travail et ça génère beaucoup de travail. Effectivement, si vous êtes dans les cibles, vous excitez pas sur le sujet, effectivement. J'ai envie de dire. Oui, parce que c'est assez long à calculer quand même. Tous ces voilà, c'est ça. C'est assez long, ça prend du temps. C'est ça. Ça, ok. Là-dessus, est-ce qu'il y a des questions sur ce dénominateur, du coup ? Écoute, Madame Lao avait dit on exclut donc ces chiffres et après, visiblement, les explications étaient suffisantes. Ok. Alors, peut-être un autre élément. Bon, là, je pense que c'est peut-être pas la peine qu'on revienne là sur tous les indicateurs. Et puis de toute façon, vous aurez le support. Ça revient, pour Madame Lao, ça revient tout à l'heure sur les ordonnances de sortie. On est bien d'accord. Une ordonnance de sortie a été transmise au DMP et le dénominateur a été produite. Voilà, c'est bien ce que je vous avais dit. Donc, c'est pour ça qu'on a moins d'ordonnances de sortie normalement que de séjours ayant une ordonnance que de séjours avec une lettre de liaison. Voilà. Et peut-être quelques éléments importants. Donc ça, tu l'as dit. Peut-être les exceptions. Tu as parlé de la dialyse. Il y a la HAD. Ah oui, c'est ça. Alors, l'HAD, c'était déjà dans SON, c'est-à-dire que l'HAD n'a pas vocation par défaut à produire d'ordonnance puisque, comme rien que dans HAD, hospitalisation à domicile, c'est donc le médecin traitant qui a vocation à faire les ordonnances. Donc, le service d'HAD ne fait pas les ordonnances. On leur demande donc
de faire cette attestation sur l'honneur. Par contre, on s'est retrouvé avec beaucoup d'établissements pour lesquels les prises en charge ne donnaient lieu à aucune prescription à la phase. Par exemple, on a un établissement qui ne fait que des fibrogastriques. Et effectivement, quand ils viennent, donc on fait de l'ambu, c'est bien une hospitalisation et c'est un examen, mais à l'issue de l'examen, il n'y a aucune raison de faire une ordonnance. Donc pour ces établissements, ce qu'il faut, c'est il faudra juste démontrer qu'ils sont en mesure de le faire. Donc pourquoi pas, s'ils en font une, ils nous prouvent qu'ils sont en mesure d'en faire une. Et sinon, à chaque fois, faire une attestation sur l'honneur de la même manière que l'HAD, qui ne font pas d'ordonnance, mais il faudra juste montrer la capacité à faire. Voilà. Eux, il faut qu'ils prouvent que leur DPI, ou leur logiciel, est en mesure de faire une ordonnance. Sur les comptes rendus opératoires, il n'y a pas de spécificité, sauf le dénominateur, évidemment, c'est les séjours qui ont au moins un acte chirurgical, un acte classant. Donc, un acte classant, ça implique, pour connaître leur nombre de, connaître le nombre de séjours, eh bien, écoutez, je pense qu'il faut se diriger vers le DIM pour avoir le nombre de séjours ayant un acte classant. Hein. C'est eux qui vont pouvoir le dire la plupart du temps. Voilà. Ensuite, on avait les comptes rendus de consultation. Peut-être un point d'attention, Dominique, sur les comptes rendus de consultation, parce qu'il y a souvent une espèce de confusion dans le dénominateur avec le dénominateur du P1O6 de l'imagerie. Ici, le dénominateur, c'est le nombre de consultations dans le mois, facturable à l'assurance maladie. Hein, d'accord, acte et consultation facturable à l'assurance maladie. Mais ce n'est pas le dénominateur, ça n'est pas le nombre de consultations ayant donné lieu à la production d'un document. Non, c'est le dénominateur, c'est le nombre total de consultations pour des patients disposant d'un DMP. Voilà. Parce qu'il y a souvent une confusion avec P1O6, donc l'imagerie, puisque le dénominateur pour l'imagerie, c'est le nombre de comptes rendus d'imagerie produits. Et ce n'est pas le nombre d'actes d'imagerie. Par exemple, si je fais une radio au lit et que je n'ai pas fait de compte rendu pour ma radio au lit, je ne le compte pas dans le dénominateur. Et souvent, les gens ont fait un peu un amalgame entre les deux. Ils disent, pour les consultations, c'est la même chose, c'est le nombre de comptes rendus de consultation ou de fiches de consultation produites. Pas du tout. C'est le nombre de consultations facturables à l'assurance maladie réalisées pendant le mois de mesure. Voilà. Pour la biologie, c'est le nombre de comptes rendus de biologie médicale produits pendant le mois de mesure qui ne font pas l'objet d'une décision de non-transmission. Et ça veut dire que s'il y a une décision de non-transmission, tu m'arrêtes si je me trompe, Dominique, il faut fournir dans vos documents preuves le compte-rendu de la CME ou la note du directeur qui dit la CME a décidé de ne pas envoyer la biologie médicale des hospitalisés, par exemple. Hein, tout à fait. Voilà. Et même chose donc pour l'imagerie. Le dénominateur, c'est le nombre de comptes rendus d'imagerie produits qui ne font pas l'objet d'une décision de non-transmission. Pareil, les établissements peuvent décider de ne pas transmettre pour les patients hospitalisés un certain nombre de comptes rendus, parce que pour les patients externes, on rappelle que ça, c'est obligatoire. La transmission des comptes rendus d'imagerie médicale dans le DMP du patient pour un examen réalisé en externe est obligatoire et c'est inscrit dans le Code de la santé publique, me semble-t-il, qu'on a... Voilà, ici, vous avez ici la liste des documents qui doivent être versés obligatoirement au DMP, envoyés obligatoirement par messagerie sécurité citoyenne professionnelle, donc à un médecin correspondant, et aux patients par MSS citoyenne. Hein. Et donc, vous voyez que les... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je disais pour l'instant, la consultation n'est pas encore obligatoire à date. Oui. Elle le sera à terme. Elle arrive bientôt. Dans 6 mois, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Et on voit bien qu'on a les comptes rendus réalisés en externe, vous voyez, hors compte rendu produit dans le cadre d'un séjour hospitalier, qui doivent être versés au DMP.
Alors, voilà pour ces trucs. Un dernier petit point d'attention peut-être avant de passer à la messagerie, c'est que probablement, ça fait plusieurs années que vous alimentez le DMP et probablement, si vous avez commencé, c'était peut-être dans le cadre de SUNES, ça fait 3 ans. Les certificats, ça dure 3 ans. Donc, vérifiez bien et surveillez bien la date d'expiration de vos certificats. Ça serait un peu dommage d'avoir un certificat qui expire pendant votre mois de mesure, parce que ça va vite après, hein, pour le renouveler. Ça se fait en ligne sur le portail IGC Santé, sauf qu'il faut que l'administrateur technique soit désigné, qu'il ait bien une carte CPE à minima, qui sache faire, qui ne soit pas partie de l'établissement dans les 3 ans, etc. Donc, c'est bête, ça. Comme ça dure 3 ans, on a un peu tendance à oublier. Et donc, surveillez bien ça. Soit vous avez la main, soit il faut demander à votre éditeur quelle est la date d'expiration de votre certificat. Voilà. Et enfin, veillez bien à ce que vos documents soient bien typés avec les bons codes LOINC. Ce qu'on attend, c'est une lettre de liaison. Peut-être que vos praticiens, cette lettre de liaison, eux, ils veulent l'appeler compte-rendu hospitalier parce que ça leur plaît plus, etc. Il n'y a pas de problème, hein, sur le document, il peut y avoir écrit en en-tête compte-rendu d'hospitalisation. Mais en typage en code LOINC, il faut bien que ça ait le code LOINC de la lettre de liaison à la sortie d'un établissement de soins. Et que ça en comprenne tous les éléments attendus d'une lettre de liaison. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, ça veut dire que si vous transmettez un document preuve qui s'appelle compte-rendu d'hospitalisation, veillez à bien transmettre un compte-rendu en entier afin que l'ARS puisse vérifier que tous les éléments attendus dans la LDL soient présents dans ce compte-rendu. Voilà, ça on a dit. Bon, ça, je pense que ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas accès au SI-DMP, il est toujours temps de le demander. C'est toujours intéressant de pouvoir voir l'autre côté de la lorgnette, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça peut permettre de dépister certains documents qui seraient mal paramétrés dans votre SI. Moi, je vous donne un exemple sur un des établissements dont je m'occupe, hein, qui n'envoie pas encore la biologie parce qu'il est en cours de changement de logiciel et pour l'instant, le logiciel n'est pas conforme pour alimenter le DMP. J'ai vu apparaître sur SI-DMP compte rendu de biologie médicale. Mais de suite, ça nous a alerté, et c'était une erreur de paramétrage dans le code type LOINC. Et ça, c'est plus facile de le dépister avec SI-DMP que d'aller regarder tous vos documents et le paramétrage de vos documents, parce que souvent, on en a beaucoup, des documents différents dans les dossiers, des modèles dans les dossiers patients informatisés. Et alors ça, je pense qu'on peut passer. Et juste un élément, je reviens en arrière. Vous savez qu'il y a eu, c'est là, je pense, voilà. Vous savez qu'il y a eu les week-ends des 7 et 8 juin la bascule de l'environnement de production DMP. Tout s'est bien passé. Par contre, vous vous rappelez bien que l'alimentation du DMP a été indisponible pendant 48 heures. Hein. Vérifiez. Alors, c'était en week-end, donc il est probable que les établissements qui n'ont pas d'urgence et qui ne travaillent pas en permanence des soins n'auront pas alimenté les DMP. Pour les autres, ça serait un peu dommage d'avoir des documents en échec du fait de la fermeture pendant la période de bascule et de ne pas les avoir rejoués. Donc, les éditeurs ont été informés par l'assurance maladie. Ils devaient eux-mêmes s'occuper des rejeux pour les établissements. Ça ne mange pas de pain de vérifier que ça a bien été fait. Donc, et regardez, jetez un œil à votre SI-DMP, voir si vous avez un volume d'alimentation comparable aux autres mois. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions sur les sujets des indicateurs liés à l'alimentation du DMP? Sinon, on va laisser la main à Célia qui va parler un petit peu des indicateurs liés aux usages de la MSS. Au niveau du sondage, il y a eu quoi pas de... Il y avait MSS et INS. Donc, j'invite aussi les personnes qui ont posé, qui ont noté
P1O8 et P1O7 à poser des questions aussi dans le chat. Comme ça, on va pouvoir répondre directement à vos questions. Pour ce qui est de la MSS, alors je vois que la plupart des personnes ont voté le P1O8. Donc Manuela, si tu peux aller directement au P1O8, ça donnera peut-être envie de poser des questions. Oui, regarde, le voilà. Merci. Alors, pour le P1O8, donc c'est l'usage de la MSS citoyenne. Donc, c'est échanger des messages aux patients via la messagerie sécurisée de mon espace santé. Donc, l'indicateur, c'est le taux de patients d'un parcours éligible qui ont reçu un message via la messagerie sécurisée de mon espace santé. Alors, on a pas mal souvent de questions sur un parcours éligible. Alors, du coup, je crois qu'on avait peut-être une slide. Elle est dessus. Non, tu peux rester dessus, Manuela. C'était en bas. Donc, un parcours éligible, pour rappel, c'est un parcours de prise en charge pour lequel il est pertinent de communiquer des informations, documents aux patients. Il est défini par l'établissement et doit inclure un nombre significatif de patients au regard du nombre total. Et évidemment, il doit être validé par la CME ou la direction de l'établissement. Et on vous avait précisé effectivement que l'indicateur peut être atteint en mettant en œuvre plusieurs parcours. Pour rappel, dans le suivi des indicateurs, le numérateur, c'est le nombre de patients éligibles pour lequel au moins un message a été envoyé aux patients par MS Santé citoyenne. Et le dénominateur, c'est le nombre total de patients éligibles. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. Dans les documents justificatifs, il fait mention des statistiques à la maille des balles. C'est-à-dire, alors, les statistiques à la maille des balles. Alors, je ne sais pas de quel document justificatif vous parlez. Statistiques à la maille des balles, effectivement, c'est le nombre certainement de mails qui sont envoyés au niveau des boîtes aux lettres. Et là, on parle bien du nombre de... Alors, je ne sais pas si vous parlez du numérateur. Est-ce que ce n'est pas dans les documents de contrôle? Parce que dans le guide des indicateurs, il y a plusieurs éléments à chaque fois, quand on parle de chaque objectif. Il y a un élément sur les modalités de calcul, une partie sur les documents justificatifs que doit fournir l'établissement, et il y a une troisième partie sur les modalités de contrôle par l'ARS. Alors, est-ce que ça ne serait pas dans la partie modalités de contrôle? Ce n'est pas précisé dans les documents justificatifs fournis par l'établissement. Voilà. Donc, je pense que c'est dans les modalités de contrôle. Alors, comme je projette, je ne peux pas les regarder dans le guide des indicateurs, là, malheureusement. Ouais. J'y vais. N'hésitez pas pour les autres personnes à poser vos questions en attendant. 4 documents justificatifs fournis par l'établissement. Alors, non, pardon, c'est dans le guide des indicateurs, page 34. Alors, le guide des indicateurs, page 34. Bon, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, ça me renvoie vers un truc qui n'est pas bien. Écoutez, alors ce qu'on peut faire, alors la question c'était, dans les documents, il est mentionné des statistiques à la maille des balles, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, alors Madame Ferrero, vous devez avoir, je ne sais pas quel est votre opérateur, mais effectivement, votre opérateur vous donne accès à l'activité de vos boîtes aux lettres, enfin, l'activité de la MSS. Est-ce que vous n'avez pas accès à vos statistiques? Je ne comprends pas la question. Je vais essayer d'aller regarder Open. Guide des indicateurs. Dans les documents
il y a détails sur la modalité de calcul du taux par l'établissement, document validé par la CME, direction de l'établissement détaillant des calculs, statistiques à la maille des balles. Oui, donc vos statistiques d'usage, vos statistiques, l'envoi de mails, combien vous envoyez de mails par boîte aux lettres. Mais par contre, je ne sais pas si vous êtes peut-être sur l'ancien guide des indicateurs, parce qu'il a changé en février. Non, mais c'est même sur le nouveau, c'est bien noté, statistiques à la baille des mâles, hein, comme élément en nouveau, justement, stabilo bossé en jaune. Là, Ouais, moi, je ne l'ai pas dans le mien. Mais tu l'as, moi je le regarde en ligne, là, hein, Célia. Oui, moi aussi. Bah. Guide des indicateurs de la phase 1 Open 2. Oui, mais... Et février 2025 ? Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils l'ont rajouté après. Ouais, parce que normalement, ils ont dû enlever le stabilo, ils ont dû enlever ou rajouter, je ne sais plus. Moi, sur celui que je viens de télécharger, date de mise à jour, moi j'en ai un, date de mise à jour 5 mars 2025. Donc je pense que c'est celui-là. Ouais. Ouais. Et du coup, Dominique, toi, tu sais ce que ça veut dire, ça, statistique à la maille des balles? Comment il faut le comprendre? Là, je vois, Madame Ferraud, est-ce qu'une capture d'écran des statistiques vous suffirait, Dominique? Alors, non, moi, les modalités de dans les calculs, il y a détails sur les modèles du taux par établissement. Ah oui, c'est parce qu'en fait, statistique. Oui, en fait, je pense que si vous avez, quand je dis, je pense que voilà, j'essaye de remettre à fur et à mesure quelles sont toutes les discussions qu'on a eues tous inter-ARS et avec la DNS. En fait, c'est parce que vous devez avoir certaines balles qui vont très peu donner, être très peu utilisées, d'autres qui vont être fortement utilisées. Et peut-être, c'est si vous avez plusieurs établissements, peut-être. Alors, c'est pour vérifier, oui. En fait, je pense que c'est quand vous avez des établissements qui ont plusieurs balles ou vous avez deux activités différentes et qui vont être sur une même balle, ou c'est le contraire, vous avez un seul établissement avec deux balles, et c'est certainement pour ça, pour qu'on puisse bien vérifier que ça vous appartient à vous et pas à un autre établissement. Comment vous dire ? On a des établissements avec des activités qui partent des balles d'un autre établissement, et c'est pour ça qu'on essaye de diviser de manière à bien savoir à qui appartiennent les envois. Parce que selon les établissements, historiquement, ils ont utilisé la même balle, mais et parce que des fois, ils ont un DPI qui ne permet pas, ou une PFI qui ne permet pas effectivement d'avoir deux certificats. Mais, et donc, je pense que c'est un peu ça, je crois. Il me semble me souvenir. Donc, en fait, si toi, tu es sûr d'envoyer que pour les balles de ton établissement, etc., le document justificatif de tes calculs à partir de ta PFI ou de ton DPI suffit, il répond à la question ou pas, Dominique, du coup? Oui, parce que si ça corrobore, en fait, c'est toujours la même chose. C'est si ça corrobore les chiffres nationaux, il n'y aura jamais de souci. C'est à partir du moment où on a des déclarations par un établissement. Moi, j'avais un établissement qui avait 600 séjours et qui avait écoté MSS, ils avaient 5000 envois. Donc, potentiellement, il y a comme un gros spaghetti quand même, hein, là, parce que quand vous avez 5000 envois pour 500 séjours, hein,
soit il y a un bug où il y a quelqu'un qui a le doigt sur le bouton tout le temps, quoi. Parce que donc c'est quand ça corrobore que c'est à peu près juste. C'est pour ça qu'on souhaite pouvoir mettre en face ce que déclare l'établissement, parce qu'on se doute bien que l'établissement ne s'amuse pas à nous donner des chiffres pour nous faire plaisir, c'est ce qu'ils font eux. Mais parfois, effectivement, avec les paramétrages, il y a des problèmes avec des paramétrages sur un finesse qui n'est pas le bon, et donc ça part ailleurs. Moi, on a eu des établissements dont on s'est aperçu qu'effectivement, ils partaient carrément même dans un autre département parce que leur DIM avait mis son finesse à lui au départ pour tester, puis après les tests, ils n'ont jamais revérifié. Et puis dans la vraie vie, ça partait pas au bon endroit en fait. Du moins, ça partait pas avec le bon finesse. Voilà. Donc c'est important et on a des établissements, voilà, des groupes où il y a des problèmes de paramétrage des boîtes et qui font que des fois, on a du mal à savoir qui envoie quoi, où, comment. Voilà. Tu as une autre question, Dominique, qui est plutôt pour toi que pour Célia. Faut-il absolument valider au préalable le parcours par l'ARS par écrit? Par écrit, ils peuvent nous appeler par téléphone. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que on a demandé un parcours qualitatif pour essayer d'inciter à ce que les gens fassent des choses qui aient du sens, hein, parce que faire du chiffre pour faire du chiffre, en fait, ça n'a pas un grand intérêt. Et donc, moi, qu'on m'appelle pour me demander si le séjour, si le parcours est intéressant, ça me va, hein, par téléphone. Après, on peut le faire par mail. Enfin, c'est vraiment le canal préférentiel. Moi, peu m'importe. L'idée, c'est on nous l'ait déjà demandé parce que des fois, on se retrouve et surtout là, on est vraiment à 2 mois de la fin. Et si on me donne trop tard un parcours qu'il faut monter de toutes pièces, vous aurez zéro à la question, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que nous mettre devant le fait accompli de dire que de toute façon, on envoie à tout le monde et c'est ça notre parcours, et ça, c'est pas acceptable, en fait. Voilà. Voilà, parce qu'on en a déjà qui nous ont rendu leur copie en disant, nous, on fait comme ça. Alors, et du coup… s'il fait partie des exemples cités dans les supports, ma foi, j'ai pas de sujet. Hein. C'est à partir du moment où vous avez un parcours novateur qui vous paraît intéressant par rapport à votre pratique, eh bien, écoutez, à ce moment-là, c'est bien de nous le soumettre. Hein. Voilà. Il y en avait des intéressants, peut-être celui sur la transfusion, Dominique, qui est passé, c'est ça. Hein, qui était vraiment pas mal, celui-là, parce que c'est un vrai truc pertinent où il y a une plus-value pour la prise en charge. C'est ça. Ça, c'est vrai que je l'avais trouvé, moi, à l'époque c'était un établissement qui avait proposé de suivre les transfusions, puisqu'on sait très bien que après une transfusion, normalement, on a un suivi sérologique qui doit être fait à 1 mois et 3 mois, si ma mémoire est bonne et s'ils n'ont pas trop changé les modalités de suivi. Parce que moi, ça fait un certain temps que j'ai transfusé personne, donc voilà. Mais à mon époque, on avait ça. On donnait, après post-transfusionnel, on donnait des ordonnances de suivi aux patients pour un suivi sérologique à 1 mois et 3 mois, il me semble. Et ça pouvait être pertinent d'assurer ce suivi par messagerie citoyenne et ce qui permettait ensuite aux patients, pourquoi pas, de répondre et de renvoyer les résultats et ce qui permettait un vrai suivi. Voilà. Du coup, je vous mets le guide des usages de la MSS Tout à fait. dans le chat.
Et juste, Dominique, il y a quelqu'un qui t'a posé une question. Je vois que tu as essayé de répondre. Oui, Madame Lao. Oui, parce qu'en fait, voilà, j'étais en train de lui répondre. Ce que j'ai mis, mais comme j'ai fait en voix et que là, dans le truc, ça ne marche pas. Il faut ça dès qu'on fait entrer, voilà. J'ai fini ma conversation après. Donc oui, oui, je suis rentrée de vacances hier et de fait, je n'avais pas eu le temps de lire tous les mails. Mais donc, Madame Lao, je me suis empressée d'aller lire vos propositions et ça me semble juste. Voilà. Parce que c'est un parcours, effectivement, qui est pertinent chez vous et c'est pour ça que, voilà, ce n'est pas forcément les cas d'usage. Alors, les cas d'usage administratifs, on les a acceptés. Moi, personnellement, envoyer un rappel de rendez-vous par mail, je ne suis pas sûre que ça soit le plus approprié, clairement. Bon, les convocations, oui, ça a du sens. Des conseils préopératoires, donc effectivement, comme là. La future prise en charge, pourquoi pas. Messagerie sécurisée, oui. Voilà. Le livret d'accueil, bon, on l'a accepté, mais clairement, pour moi, ça me semble un peu sécuriser l'envoi d'un document administratif, là. Mais pourquoi pas. Voilà. Mais comme tous les cas d'usage, ceux-là, en qualité, ont déjà été acceptés, nous, on ne revient pas sur ceux qui sont présentés. Là où on vous demande de nous demander, c'est si vous avez effectivement réfléchi. En fait, c'est ce qu'on avait. Alors, il y avait une autre, comment dire, dans le P1.8, il y avait une diapo qui montrait. C'était voilà l'histoire des certifications. Puisque désormais, pour ce qui rentre dans la certification déjà pour cette année, c'est le fait de s'interroger sur les usages d'échange de données avec le patient qui sont non sécurisés et de mettre un plan de transfert vers la messagerie sécurisée de santé. Donc, c'était intéressant que tous les établissements qui vont être sujets à cette certification aient déjà anticipé le sujet en faisant en sorte de transformer les données, les échanges non sécurisés en transfert vers cette messagerie sécurisée de santé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur P1.8 ? Après, de manière générale, ça va aussi pour les statistiques. Faites bien attention au paramétrage de vos boîtes aux lettres, c'est-à-dire quel est le finesse qui est inscrit derrière. Vous le savez, alors parfois sur les opérateurs MSS, vous êtes connu au nom d'une structure et vous avez effectivement un finesse qui est enregistré au niveau de la structure et en dessous, vous avez vos boîtes aux lettres. Sauf que parfois, effectivement, vous avez, parfois même toujours, pour chaque boîte aux lettres organisationnelle et applicative, vous pouvez reparamétrer un finesse. Et si dans le paramétrage de cette boîte aux lettres-là, vous avez marqué un finesse différent de celui de votre structure qui est au-dessus, ce sera ce finesse-là qui va être pris en compte. Donc, si c'est sur un finesse juridique, effectivement, ça va englober la structure juridique et non votre structure géographique. On vous préconise toujours de le faire sur du géographique. Alors, est-ce que s'il y avait des questions sur P1.1, vous pouvez les poser et j'y répondrai dans la conversation. Est-ce que tu veux poursuivre sur la MS Santé, Célia, ou tu me dis ? Non, pour moi, c'est bon. C'est plus s'il y a des questions plus spécifiques où on peut effectivement… Après, oui, là, cette slide-là, elle est intéressante aussi. C'est de bien réfléchir… alors, d'avoir la MSS, c'est bien, mais il y a quand même un travail de communication à faire une fois que vous obtenez des adresses. Ça ne suffit pas d'envoyer des mails, mais il faut aussi être visible et identifiable par les établissements avec lesquels vous échangez. Et c'est pour ça qu'on va vous… Alors là, vous avez deux pans qui nous semblent importants, en tout cas, la communication interne et externe. Déjà, au niveau interne,
il faut informer vos équipes sur la mise à disposition d'adresses MS Santé pour le service. Nous, encore, on a beaucoup… alors, nous, on est opérateur, acheteur pour effectivement Medimail, mais on a beaucoup de salariés, de structures qui ont la MSS depuis des années, qui sont même parfois leurs propres opérateurs, des salariés qui viennent nous demander d'obtenir la MSS à travers Medimail. Je le rappelle, mais en tant qu'établissement, c'est vous qui devez contractualiser avec un opérateur MS Santé. Et une fois que vous l'avez fait, effectivement, il faut informer vos salariés en interne que vous avez contractualisé avec tel opérateur et quelles sont les modalités pour eux pour obtenir des adresses MS Santé. Ensuite, évidemment, il faut former à l'utilisation et aux usages de la MSS, définir l'organisation du service, qui fait quoi, comment. Alors, attention, nous, on a des CH, parfois, ils ont des boîtes aux lettres organisationnelles, mais en fait, elles ne sont pas consultées. Mais il faut que derrière, peut-être, vous décidiez effectivement de nommer une personne, une secrétaire, ou vous mettez un secrétariat pour qu'il puisse centraliser, qu'il puisse consulter les mails et après renvoyer vers le professionnel adéquat en interne. Donc, on a pas mal de retours là-dessus. Et surtout, faites des rappels réguliers parce que quand il y a un turnover important, les personnes qui sont dans votre structure n'identifient pas toujours à qui ils doivent faire la demande pour la MS Santé dans votre structure. Ensuite, sur la communication externe aussi, c'est important quand vous obtenez la MSS ou quand vous l'avez même depuis un moment, mais que vous n'avez jamais fait ce travail-là, c'est d'informer vos partenaires. Déjà, en général, on vous préconise de lister votre écosystème, donc les établissements, les professionnels avec lesquels vous allez régulièrement avoir besoin d'échanger, et vous envoyez un mailing à toutes ces personnes-là pour leur informer effectivement que vous disposez de la MS Santé, peut-être lister les boîtes aux lettres organisationnelles rattachées à des services, pour qu'ils puissent échanger avec vous de façon sécurisée et qu'ils puissent facilement identifier ça. Alors oui, on a tous accès, quand on est chez un opérateur MSS, on a tous accès à l'annuaire MS Santé, mais potentiellement, on ne va pas aller sur l'annuaire tous les 4 matins pour vérifier que l'établissement Intel a à présent la MSS. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on vous demande aussi de communiquer vers l'extérieur de vos établissements pour refaire parfois même des piqûres de rappel sur vos adresses MS Santé qui peuvent changer. Et aussi, oui, ça c'est quelque chose qu'on vous préconise, c'est d'ajouter vos adresses MS Santé. Alors, si vous préférez renvoyer vers une boîte aux lettres organisationnelle, mettez peut-être l'adresse de la boîte aux lettres organisationnelle dans la signature de vos mails et dans les en-têtes de vos documents. Ça aide aussi les établissements à transmettre les informations par MS Santé sans se poser trop de questions. Alors, on a marqué vérifier le référencement de vos adresses MS Santé dans l'annuaire santé. Oui, c'est important parce que vous avez une description qui est paramétrée sur vos boîtes aux lettres. Il faut faire attention que cette description, elle est vraiment, qu'elle décrit vraiment la boîte aux lettres, le service dans lequel est cette boîte aux lettres-là ou quelle entité cette boîte aux lettres organisationnelle représente, etc. Rechercher les adresses MS Santé des partenaires dans l'annuaire santé pour initier les échanges sécurisés. Bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, d'identifier, de lister effectivement vos partenaires et l'écosystème autour. Et si vos partenaires ne sont pas encore équipés, évidemment, invitez-les à s'équiper en se rapprochant des acteurs régionaux de la e-santé, dont nous faisons partie, GRAD, ARS, CPAM. Et nous, on les orientera, on les accompagnera en tout cas sur le sujet de la MS Santé. D'ailleurs, je vais vous mettre l'adresse de l'équipe au GRAD. Si ça peut effectivement vous aider ou nous poser des questions, n'hésitez pas. Ben justement, tu en as deux de l'or. Comment faire si on n'est pas bien référencé? À qui doit-on s'adresser? Alors, vous pouvez normalement…
alors je ne sais pas, Madame Bosque, si vous êtes, ça va dépendre de votre opérateur, mais normalement, il y a un administrateur dans votre structure, quelqu'un qui a des droits particuliers pour effectivement modifier des informations sur les boîtes aux lettres, mais aussi sur le nom de votre structure. La gestion, en fait, tout simplement de vos boîtes aux lettres doit être faite en interne, donc par un ou plusieurs administrateurs. Si vous ne les identifiez pas à ce moment-là, n'hésitez pas. Alors, si c'est du Medimail que vous avez, vous pouvez tout simplement nous écrire à équipe-mss@is.fr. On vous donnera les informations. Mais effectivement, la description peut être modifiée, entre autres ce que j'étais en train d'expliquer, la description de vos boîtes aux lettres. Et sinon, professionnels libéraux sont mal référencés aussi. À qui devons-nous adresser? Ah, et si vos professionnels libéraux, c'est ça, je crois que vous dites. Alors, quand vous dites qu'ils sont mal référencés, est-ce que c'est parce que sur l'annuaire de l'ANS, vous voyez qu'ils sont salariés d'autres structures alors qu'ils ne sont plus salariés sur ces structures-là? Bien souvent, c'est parfois des problèmes de mise à jour des informations sur l'annuaire de santé. Ces informations, elles sont poussées dans l'annuaire de santé par plusieurs institutions, dont les ordres. Donc, en fait, il faut que vous demandiez à vos professionnels de santé libéraux de se rapprocher de leur ordre et de mettre à jour leurs informations. Ah, bah alors, n'hésitez pas, madame, pardon, je lisais votre commentaire. Les ordres sont déjà à jour parfois et malgré tout, c'est faux. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec ces informations-là en me listant le nom du professionnel. Alors, même si ce n'est pas lié aux opérateurs MSS, hein, pour le coup, c'est vraiment les ordres qui poussent les informations. En fait, les opérateurs MSS sur l'annuaire santé de l'ANS ne poussent qu'une seule chose, c'est les informations liées à votre MS Santé. On ne pousse que les adresses MSS et que la description de vos adresses MS Santé. Et c'est tout. Tout le reste, c'est les ordres. Mais ceci dit, je pourrais réorienter votre mail vers les personnes qui pourront vous aider. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, ça, c'était la partie... D'ailleurs, c'est pas très lisible. C'était la partie justement description précise des adresses MS Santé, puisqu'effectivement, on peut les visualiser sur l'annuaire et le fait de bien associer les adresses à un finesse géographique. Donc, c'est déjà dit, Manuela. Ok, ça, on en a parlé. Il nous reste quelques minutes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de questions sur l'INS? S'il n'y en a pas, s'il y en avait, à ce moment-là, je vous mets l'adresse du GRIV. Faudra poser des questions sur GRIV, sachant que, bon, bah, si les objectifs, on peut le répéter, hein, tous les objectifs liés au DMP pour les établissements qui ont été financés SONES, qui ont atteint les cibles SONES, sont des objectifs hyper ambitieux quand même. Hein, c'est très ambitieux. Je pense 70% par exemple pour P1O2, 70% pour P1O2. Si on n'a pas au moins 80% de taux de qualification de l'INS, ça paraît compliqué à atteindre. Hein. Donc, il faut bien toujours garder en tête que l'INS, c'est le socle, hein, c'est la fondation et qu'il faut vraiment travailler là-dessus en prérequis, j'ai envie de dire, Dominique, hein, en prérequis de tout le reste. Hein. En fait, il y a vraiment, ça on l'a toujours répété pour P1 ou 2, il y a, en fait, quel que soit ce que vous envoyez au DMP, mais c'est d'autant plus vrai pour le P1 ou 2, il y a c'est vraiment une grosse problématique organisationnelle. Et ça, depuis Sun, maintenant les tuyaux sont en place et la problématique, elle est foncièrement organisationnelle. C'est-à-dire que non seulement il y a le taux de qualification, et ça, eh bien, à fur et à mesure, j'ai envie de dire, c'est de mieux en mieux, puisque finalement, il y a peu de chances qu'on retourne à 20% désormais. Donc, normalement, ça devrait
aller de mieux en mieux. Mais par contre, il y a aussi la deuxième problématique, et ce n'est pas la moindre, c'est de faire valider par le professionnel, par les médecins, les documents de santé. Parce que vous pouvez avoir 100% d'identité qualifiée, si vous avez 20% de documents qui sont validés par vos médecins, eh ben vous aurez 20% de cibles atteintes. C'est-à-dire qu'il faut toujours multiplier l'un par l'autre. Hein. C'est-à-dire que 20 par 100, eh ben, on arrive à 20. Hein. Parce que 100% c'est 1, donc 20 fois 1 égale 1, égale 20. Donc, il faut quand même être très, très vigilant et vraiment inciter tous vos médecins, tous vos professionnels de santé à valider en temps réel dans le DPI. Parce que s'ils sont validés papier, signés manuellement, le DPI ne sait pas qu'ils sont validés. Et à ce titre, ils n'iront pas dans le DMP. Donc, c'est à peine risible. Hein. C'est parce qu'on a encore quelques anciens qui continuent à valider en signant les documents. Mais les documents signés au crayon sont inconnus du DPI. Et si c'est inconnu du DPI, ça n'est pas validé médicalement et donc ça ne part pas dans le DMP. Et donc, il est vraiment très, très important de faire valider ces documents dans le DPI ou effectivement dans les LGC pour les privés, mais ce que je veux dire, c'est très, très important. Et on a aussi, mais ça après, pour le privé, c'est un autre sujet, malheureusement, qui n'est pas forcément facile à gérer, c'est le cas des documents qui sont envoyés en un seul envoi. C'est-à-dire que dans les LGC, ils font clic et ça envoie les 3 documents en même temps, ce qui veut dire qu'ils n'en envoient qu'un seul pour le DMP. Et ça, voilà, ça c'est encore un autre sujet qui est très, très problématique pour ces établissements parce que ça n'arrive pas dans la bonne case au DMP et donc à ce titre, pour les objectifs, ils sont pénalisés, hein, il n'y a qu'un objectif. Voilà. Mais voilà, il faut bien comprendre que cet objectif, tous les objectifs DMP, c'est un produit, hein, c'est le nombre le taux de documents validés médicalement et le taux multiplié par le taux de qualification. Hein. Donc, c'est pas tout de qualifier. C'est indispensable, de toute façon, ça c'est le nerf de la guerre, mais la validation médicale dans le DPI, qui permet ensuite l'envoi au DMP, est indispensable. Et ça va être, voilà, c'est long pour que ça soit automatique et que, voilà. Voilà les grands sujets. S'il n'y a plus de questions, on arrive au bout de ce webinaire. Sachant que vous avez dans la conversation, si vous aviez d'autres questions qui vous venaient, etc., les mails à la fois du GRIF pour l'INS, de l'équipe MSS pour P1O7, P1O8 et de Dominique Ordelallé et Stéphanie Boschetti qui sont en charge du programme Open2 au niveau de l'ARS. Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions par mail. On n'aura plus de webinaire sur ce sujet, hein, puisque le dernier mois de mesure arrive dans 15 jours. Hein, il ne reste plus que 6 semaines pour atteindre les cibles. Hein, voilà. On peut vous dire bon courage à tous, je pense. Oui. Si, moi, j'avais une question, Dominique. J'avais une question. Du coup, peut-être que les autres établissements, comme ça, on finira pile poil à l'heure. Hier, j'ai voulu déposer un indicateur P1O7, en fait, hein, pour un établissement. Et sur démarche simplifiée, le dossier est passé en instruction et je ne peux plus le modifier. Ah oui, il faut envoyer, quand le dossier est passé en instruction, en fait, il faut envoyer via la messagerie de démarche simplifiée à l'instructeur, hein, qu'il faut pour lui demander de le repasser en construction pour pouvoir déposer les nouvelles cibles. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Voilà.
Effectivement, tant que les documents, tant qu'on n'a pas envoyé tous les, tant que normalement on ne met pas en instruction. Ah ben voilà, il vient de repasser. Normalement, tant que les dossiers ne sont pas complets, on ne passe pas en instruction. C'est-à-dire tant qu'on sait qu'il y a encore des dossiers, voilà. Et ensuite, on les passe en instruction dès que normalement tout est déposé. Et c'est vrai qu'on repasse en construction dès lors qu'on doit nous redonner de nouveaux éléments. Voilà. Et du coup, une dernière question. Si un établissement a candidaté sur un objectif et finalement il est sûr de ne pas pouvoir l'atteindre parce qu'il y a eu du retard dans la mise en place du nouveau logiciel et que techniquement ça ne sera pas possible, il vaut mieux qu'il prévienne l'ARS en amont ou il ne prévient pas plus que ça et puis on verra bien que ce n'est pas atteint à fin août. Qu'est-ce que le mieux, c'est de nous dire, nous, on a un établissement qui a déjà déposé en disant qu'il ne pourra pas atteindre tel ou tel. Nous, c'est plutôt bien de le savoir parce que comme ça nous permet au pire de dire il a déposé à 0 pour celui-ci, il a déposé tous les autres à fond et on sait que lui, il a fini son dépôt. Du coup, parce que c'est plus facile parce qu'on sait que les dossiers sont finalisés. Mais du coup, tu déposes quand même en remplissant une matrice en disant « j'ai pas atteint » ou tu déposes pas? Non, mais on dit qu'on dépose et dans le blabla, on peut dire que l'établissement, lui, il a rempli partout et il a dit partout, là où ça ne pouvait pas, il a dit là, je dépose rien. Mais il a dit oui, qu'il déposait, mais rien. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est mieux pour vous, c'est mieux de faire comme ça. Si on n'atteint pas, on dit qu'on dépose, on remplit une matrice. Non, on n'a pas besoin de déposer une matrice parce qu'on ne va pas s'enquiquiner à déposer une matrice pour dire que de toute façon, on est à 0, quoi. Enfin, à 0 ou à 2. Enfin, voilà. C'est-à-dire, si c'est non, un point, c'est tout. Mais on dit qu'on ne dépose pas ou enfin, au moins, on prévient. Soit par mail, soit sur le site pour prévenir dans la messagerie en disant qu'on sera dans la possibilité de répondre à tel objectif, bien qu'on ait candidaté. C'est mieux qu'on le sache parce que d'attendre et qu'on vous bassine toutes les semaines en disant quand est-ce que tu réponds à ton objectif, prévenez-nous, comme ça on évite de vous bassiner. Et vous et nous, on est tous comment dire, on est raccord sur le fait qu'on n'attend rien puisque malheureusement, vous êtes dans la possibilité de rendre sur cet objectif. Ok. Voilà. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. On a même un peu dépassé à cause de mes dernières questions. Attends, je mets la diapo de fin. Alors, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Si vous pouvez y répondre, ça nous permettra de savoir si vous avez été content de cette session. Et il nous reste à vous remercier de votre participation. Merci bien. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.